Salut à vous, on se retrouve aujourd'hui pour démystifier les chipsets au niveau des cartes mères d'AMD. Le but est de bien saisir la différence entre les chiffres qui composent le chipset. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un chipset? C'est tout simplement une ou plusieurs puces qui font le pont entre des périphériques comme la RAM ou encore les ports PCI, les ports USB et plein d'autres. Il est là essentiellement pour router les signaux vers la bonne partie du processeur. Au final, c'est un petit peu comme une gare ou un aéroport, tout le monde vient là pour être transporté là où il le faut. Donc si ça vous intéresse de savoir la différence entre un socket B550, un socket X570 et un socket B430, eh bien vous êtes au bon endroit. Sur ce, je vous fais pas plus attendre que ça. On est parti! Les chipsets d'AMD ne sont pas les plus faciles à comprendre, ils sont basés sur le même socket, mais en fonction des générations sont compatibles avec plus ou moins de choses. On a eu 3 générations destinées au Ryzen avec le socket AM4 qui sont la génération 300, la génération 400 et la génération 500. Aujourd'hui on parle plus trop des Ryzen 300 parce que c'est un chipset qui est assez vieux et qui était sorti avec les premiers Ryzen. Mis à part les sockets A320, on en retrouve plus en vente aujourd'hui et c'est pour ça qu'on va éviter un petit peu cette partie là. Et de toute façon avec un CPU récent, les Ryzen 3000 ou les Ryzen 5000, vous ne devriez pas prendre en dessous d'une B450. D'une part parce qu'elles sont dépassées et d'une autre parce que vous allez potentiellement avoir des problèmes de compatibilité. Je ne vais pas détailler ici la capacité maximum des RAM, car elles supportent toutes au minimum 32 Go max, ce qui va être largement suffisant pour une grande partie des personnes. De toute façon, sortis des sockets A320 et A520, vous allez monter facilement à 64 Go max ou encore 128 Go max, qui sera le plus commun. Commençons par nos premiers chipsets, les A320 et les A520. Ce sont les chipsets d'entrée de gamme de chez AMD, ils ne peuvent pas faire de l'overclocking directement depuis le BIOS, mais vous pouvez le faire à travers Ryzen Master. Par contre, ne vous attendez pas à des folies avec ça, ces cartes mères ne sont pas faites pour faire ça. Si vous êtes intrigué par le fait qu'il y a A320 et à la fois A520, eh bien il n'y a pas forcément de raison, parce que ce sont tous les deux des chipsets d'entrée de gamme qui sont par contre dédiés à des générations différentes. Typiquement, le A320 va gérer tous les Ryzen qui sont en dessous des Ryzen 3000 et le A520 va gérer tous les Ryzen qui sont au-dessus des Ryzen 3000. Mais ces chipsets restent tout à fait équivalents en termes de fonctionnalité et des choses qu'on peut retrouver dessus. La première chose qu'on peut parler, c'est le prix. Elles se retrouvent entre 60 et 120 € pour les plus chères. Elles sont globalement pas trop mal équipées pour des besoins qui sont rudimentaires. On aura ici le plus souvent des 4 pins en alimentation et des 8 pins sur les modèles les plus chers. Par contre, ici, pas de format ATX, on sera cantonné au micro ATX et au mini ITX. On sera aussi cantonné à 2 slots de RAM qui vont généralement jusqu'à 3200 MHz et 4800 pour les modèles les plus haut de gamme de ce chipset. En termes de connectique à l'intérieur de la carte mère, on va être plutôt pauvre ici, même si on note quand même 6 ports USB, dont 4 qui sont de l'USB 3. Sur ce type de carte mère, on aura généralement qu'un seul M.2, très peu de connectique pour connecter vos ventilateurs et autres extensions USB, et on aura par contre parfois quelques connecteurs RGB, mais ça reste très rare sur ce type de carte mère. Personnellement, je vous conseille pas ces cartes là parce qu'elles vont fortement vous brider au niveau de vos évolutions et ainsi qu'au niveau des fonctionnalités qu'elles ont. Surtout qu'aujourd'hui les B450 sont relativement peu chères et disposent d'atouts qui font clairement la différence avec celle-ci. Pour moi, ces cartes mères iront très bien à moins de 80 € histoire de faire des configurations avec un petit APU de chez AMD. Par contre, attention aussi, la A520 fait bien partie de la gamme 500 des cartes mères de chez AMD, mais par contre elle ne dispose pas du PCI génération 4. C'est pas le chipset le plus intéressant ici, mais ça conviendra très bien si jamais vous voulez mettre moins d'argent possible dans votre PC tout en sacrifiant votre évolutivité. Passons maintenant au chipset B450 qu'on a cité un peu plus tôt. Ce chipset là est quant à lui overclockable et sur des bonnes références de carte mère, on peut facilement tenir des OC avec des gros CPU, même des Ryzen 5000. Par contre, attention ici, toutes les cartes mères B450 ne se valent clairement pas. Si vous achetez dans ce chipset là, il y a des cartes mères repères qui iront très bien pour ça. Les bonnes références en B450 sont les MSI Mortar Max, MSI Tomahawk et Asus Strix F révision 2. Attention ici, la révision 2 est très importante parce que la première est vraiment pas ouf. Donc ne vous trompez pas. Ces cartes mères là vont vous permettre d'avoir une base correcte si vous souhaitez monter en gamme ou encore faire de l'overclocking. La raison de tout ça, c'est que les B450 sont une série qui a été assez ratée. Les constructeurs ont pas mal coupé de coins et ce qui fait qu'on se retrouve avec des cartes mères qui sont pas terribles. S'il y a une marque à éviter ici, ce sera la marque Gigabyte qui a des gros problèmes en overclock. Ok, maintenant qu'on a dit tout ça, on peut passer aux fonctionnalités. On va rien trouver d'extravagant sur ces modèles là, on aura généralement 2 ports M.2 ainsi que la compatibilité PCI 3.0. On aura aussi suffisamment de headers pour brancher tous nos ventilateurs, des ports RGB et attention par contre sur celui-là parce que ça varie entre les cartes mères. On peut en trouver plus ou moins. Pour ce qui est de la RAM, on peut monter jusqu'à 4133 sur les cartes mères MSI et 4400 sur les cartes mères Asus. Pour ce qui est des connectiques qui se situent à l'arrière de la Mortar et de la Strix, on retrouve 7 ports USB type A, donc 5 en USB 3 et aussi un port USB-C. Par contre attention ici, la Tomahawk ne dispose que de 5 ports USB type A, donc seulement 3
en USB 3. Toutes ces cartes mères disposent du BIOS flashback qui est plutôt intéressant si jamais on en a besoin. Ce chipset là est une très bonne alternative budget pour ceux qui veulent économiser un petit peu et qui n'ont pas forcément besoin du PCI Gen 4, qui dans le cas d'une utilisation normale n'est pas très intéressante à part pour les SSD, et encore on est très loin de tirer toute la vitesse d'un SSD PCI 4.0. Par contre ça pourrait changer dans les années à venir avec l'apparition du Direct Storage API dans le jeu vidéo. Donc à voir si ça vient justifier la bande passante supplémentaire d'un PCI 4.0 ou si la bande passante d'un PCI 3.0 ira totalement bien. Mais pour ça on n'est pas devin, on peut pas forcément le savoir, même si on sait que la Xbox, qui sera l'implémentation la plus proche de ce qu'on peut retrouver sur PC, utilise des PCI 4.0. Si vous voulez acheter une carte mère avec ce chipset, je vous conseille d'y mettre au grand maximum 120 €. Sinon on va rentrer dans le territoire des B550 et ça va devenir tout de suite moins intéressant. On va sauter ici les X470 qui sont assez rares sur le marché en ce moment et qui coûtent pratiquement la même chose qu'une B550. Donc ici autant prendre l'avantage d'une carte mère plus récente, compatible PCI 4.0. Car oui, ce n'est pas une surprise, les B550 sont compatibles avec ça, en tout cas sur un slot PCI Express et un slot M.2. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'elles sont compatibles qu'avec les puces Ryzen 5000 et les puces Ryzen 3000 sans chipset graphique. Donc faites bien attention au moment de l'achat. Donc malheureusement ici, pas de 3200G ou 3400G. En termes de prix, ces cartes mères sont assez chères vu qu'on commence à 130 € pour des B550 corrects et on peut aller jusqu'à 250 € si on reste raisonnable. Au-delà, ça va être vraiment pour des besoins spécifiques ou soit si vous faites de l'overclocking de manière sérieuse. On est plus dans le cas d'une utilisation pour faire des scores sur benchmark que vraiment un overclocking pour la vie de tous les jours de votre PC. En parlant d'overclocking, toutes les cartes mères B550 à partir d'un prix correct auront de très bonnes VRM. Vous pourrez très bien faire tourner sur une MSI B550A Pro, une Aorus Elite ou encore une Asus TUF un overclocking avec un 3950 ou encore un 5950. Ça chauffera un petit peu mais ces VRM vont pouvoir l'encaisser de manière confortable. Si vous comptez faire ça, faites attention de prendre une carte mère avec un gros refroidissement au niveau des VRM, comme ça vous apportera plus de flexibilité. Si vous prenez celle avec un tout petit truc et vous mettez un très gros processeur dessus, et ben ça risque de pas forcément bien se passer. Là il faut vraiment s'attarder pour votre choix, ça va être au niveau des connectiques, typiquement si vous avez un port USB-C pour brancher votre boîtier dessus. On va chercher à avoir des choses comme du Easy Debug ou du Q-Code permettant de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe mal dans notre PC sans forcément avoir des pièces de rechange. Parce que déjà que c'est compliqué de savoir d'où vient une erreur quand on n'a pas ce genre de choses, et en plus si c'est votre première fois où vous montez un PC, eh bien ce sera pas une partie de plaisir si ça arrive. Mais rassurez-vous, dans la grande majorité des cas, le montage se passe sans accroc. Les autres choses à prendre en compte, ça va être typiquement ce qu'on retrouve à l'arrière de la carte mère, les connectiques. Est-ce qu'on a assez d'USB? Est-ce qu'on a un BIOS flashback? Est-ce qu'on a des boutons type Clear CMOS, etc. qui peuvent être pas mal pratiques à certains moments. Vous pouvez bien sûr faire en fonction du style qu'a la carte mère, même si c'est pas la meilleure façon de choisir sa carte mère. Et faire ça, ça nous ramène à sortir un petit peu de l'objectivité. En tout cas, pour ces B550, j'ai tendance à vous faire les recommandations suivantes. Pour 150 €, soit on va prendre la MSI B550A Pro, soit une Asus TUF ou encore une Aorus Elite V2. Vers les 200 €, j'aurais plus tendance à vous amener vers une ASRock Extreme 4 ou encore une Asus Strix F. Au-delà de ça, pour une personne avec une utilisation classique, il n'y aura pas forcément d'intérêt parce que là on a déjà toutes les fonctionnalités et tous les bons composants nous permettant de faire un overclock de tous les jours. Je vous conseillerais aussi plus les B550 que les X570, mis à part si vous trouvez le même modèle au même prix. La seule chose qui va changer entre ces deux, c'est la connectique arrière et encore pas forcément sur toutes les cartes mères, et on va aussi retrouver un peu plus de slots PCI 4.0. Après la carte mère, ça sert à rien de mettre trop dedans parce qu'il n'y aura pas d'avantage de performance à ce niveau-là. On va passer rapidement sur les X570 qui sont grossièrement des B550 mais avec plus de ports PCI Gen 4 et plus de ports M.2 Gen 4. Un point d'attention aussi, c'est que le X570 a un ventilateur au niveau de son chipset, histoire de le refroidir activement. Si on va un peu plus en détail dans les spécifications du chipset X570, on peut voir qu'on a un peu plus de choses comme des USB rapides à 10 gigabits par seconde, généralement de meilleurs ports Ethernet et un support de Ryzen allant jusqu'à la deuxième génération de ceux-ci. Donc en soi, avec la X570, on achète du confort PCI Gen 4 et de la compatibilité. On va aussi retrouver les VRM qui sont plus musclés que les B550, même si celles déjà des B550 sont très bien. Et après, ça dépend vraiment des cartes mères. Certaines n'auront pas des meilleures et certaines auront des meilleures. Donc c'est vraiment à se renseigner sur chaque modèle. Ces cartes mères se trouvent entre 180 et 700 €, mais les modèles les plus intéressants sont entre 250 et 300 € par rapport à leur rapport qualité-prix. Donc sauf si vous avez vraiment besoin d'une X570, les B550 font à peu près la même chose pour moins cher. On n'est plus ici sur une séparation stricte qu'on avait pu voir entre les B550 et les modèles bien meilleurs, les X470. Mais bon, tout ça, ça reste bien sûr en fonction de vos besoins et en fonction de vos envies. Et voilà, vous connaissez désormais les différents chipsets qui résident au sein d'AMD et quelles sont leurs différences. Vous allez désormais pouvoir choisir votre carte mère avec quelque chose qui vous convient et sans dépenser trop
trop d'argent. Car quand on sait pas, c'est facile de dire je prends le meilleur pour être tranquille. Donc j'espère que vous avez trouvé les informations que vous cherchiez, et encore une fois je rabâche, mais faites attention parce que la carte mère c'est un endroit où c'est facile de dépenser trop sans avoir de retour sur investissement, car ça ne changera pas vos performances. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!